Colonel Meir Dahan, bonjour à vous. Bonjour Steve, bonjour tout le monde. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans le Grand Journal. Vous êtes donc colonel au sein de l'armée israélienne. Meir Dahan, les frappes israéliennes ont démarré dans la nuit de lundi à mardi à 2h du matin, et ce après d'infructueuses négociations avec le Hamas autour de la dernière proposition américaine portée par l'émissaire du président américain Steve Witkoff. Il y avait une volonté tactique israélienne, Meir Dahan, de prendre par surprise, de prendre à revers les troupes du Hamas après 2 mois de trêve en frappant cette nuit-là, en pleine nuit. C'est pas une opportunité, ça. C'est toujours présent devant nous, c'est question de décision politique, mais pas militaire. On attendait, on a négocié, on a essayé. Il y a eu des décisions politiques qui ont été prises, et voilà que ça démarre. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu un élément de surprise aussi qui a pu jouer en faveur de l'armée israélienne après cette décision du gouvernement ? Peut-être qu'ils ont estimé qu'on ne le fera pas, que cette menace des otages reste en l'air tout le temps, mais bon, je pense que ce n'est pas une surprise. Je crois que ce qui est pour eux une surprise, c'est le niveau de renseignement et d'intelligence qu'on avait par rapport à leur nouvelle position. Alors justement, je voulais justement, Meir Dahan, venir à ce point-là. Est-ce que ces 2 mois ont également permis à Tsahal et au renseignement militaire de reconstituer une banque de cibles, une banque de données de cibles pour frapper et mettre à jour de nouvelles positions des groupes terroristes gazaouis après 2 mois de trêve ? Oui, tout d'abord, la réponse est oui, mais il faut comprendre qu'on le fait tout le temps, tous les jours, toute la journée. On n'arrête pas d'interroger des prisonniers, on n'arrête pas d'envoyer des collaborateurs, et engager et activer des collaborateurs, et on n'arrête pas de rassembler de renseignements toute la journée, tout le temps. On lit... Chose qui n'a pas trop marché le 7 octobre, mais bon, malheureusement. On lit beaucoup dans la presse israélienne la volonté du nouveau chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, d'aller plus loin, avec évidemment l'aval du gouvernement Netanyahou, d'aller plus loin dans les frappes et éventuellement dans une campagne militaire terrestre à Gaza. C'est ce que vous pouvez nous confirmer? Il y a cette volonté d'être encore plus aiguisé dans la réponse pour contraindre le Hamas à la fois à rendre l'ensemble des otages, vivants et morts, mais aussi à accepter sa démilitarisation. Écoutez, il est clair que je ne peux pas vous répondre aux détails, mais je peux vous dire la chose suivante. Le rôle de l'armée est de proposer au niveau politique, au gouvernement, des plans à des différentes échelles, de plus léger au plus lourd, ou si vous voulez, de plus cool au plus grave. Envahir toute la bande de Gaza, une partie de la bande de Gaza, évacuer les gens, ne pas évacuer les gens, attaquer telle cible ou pas attaquer telle cible. Donc le rôle de l'armée est d'être prêt tout le temps avec des plans détaillés à chaque niveau. Et à ce moment-là, ils présentent les plans à l'échelle du gouvernement, et c'est à eux de prendre des décisions par rapport à l'ensemble de l'image qu'ils ont en main. Mais est-ce que l'état-major militaire, dans ces conditions-là, vous nous disiez, propose un certain nombre de plans, mais est-ce qu'on imagine que le chef d'état-major met peut-être en avant un plan davantage en avant, même si la décision politique revient évidemment au Premier ministre? Non, il prend rien en avant. Il prépare tous les plans par rapport aux directives qu'il reçoit, et c'est au gouvernement d'accorder ou de donner l'ordre d'exécuter tel plan ou une autre. Et excusez-moi de ne pas vous répondre en direct aux détails. Je comprends. Je vous pose la question le plus largement possible, et vous pouvez évidemment répondre comme vous le pouvez, évidemment, compte tenu de vos fonctions militaires. Meir Dahan, quels sont les équipements dont dispose aujourd'hui le Hamas? Est-ce qu'ils ont pu relancer ces dernières semaines la production interne de roquettes ou d'armements légers? Ils sont très bien armés au point de vue armement léger. Ils ont très peu de moyens de fabrique et surtout très peu si ça existe encore, de moyens de ravitaillement. Ils reçoivent pas des nouvelles
produits comme explosifs ou d'autres. Ils ont de moins en moins de moyens de fabrique car la plupart des usines qu'ils avaient souterrains, on les a éliminées. Et ils détiennent encore des munitions et des armes légères. RPG, par exemple, c'est une arme Ouais. légère, mais de moins en moins. Et donc, ça met du même coup la position de l'armée israélienne en position de force, si j'allais dire, compte tenu de la fragilisation militaire du Hamas. On est dans des conditions ici militaires beaucoup plus favorables qu'il y a 12 ou 16 mois. D'abord, oui, c'est beaucoup mieux qu'il y a 12 ou 16 mois. Deuxièmement, la différence entre l'équipement de l'armée israélienne et l'équipement du Hamas n'a aucune proportion, ça ressemble à rien. Mhm. On est très, 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 très en avant, très loin de ce qu'ils ont. Ils ont des moyens très primitifs. Mais est-ce que vous Et imaginez que aujourd'hui, ça ils ont les oblige, pardon, mais Yardan, est-ce que vous considérez que ça oblige le Hamas à adapter ses méthodes de guérilla compte tenu de ce rapport de force qui est extrêmement défavorable de leur point de vue? Oui, oui. Ce qui les oblige à utiliser des méthodes de guérilla, ils l'ont toujours utilisé d'ailleurs. Il faut être clair. Le Hamas n'a jamais fait face à nos combattants. Jamais. Il s'est toujours caché dans les tunnels, dans des champs, dans des immeubles, à poser des explosifs à droite et à gauche. Il a toujours employé la méthode de guérilla. Il n'a jamais fait face en vraie bataille contre nous. C'est des rats de tunnels, c'est des gens qui n'ont aucune expérience, n'ont aucune capacité de se battre. Ça, c'est un fait. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez, leur vraie et grande faiblesse, ce sont Oui. deux choses. Un, ils n'ont pas de couche de leader, de commandement expérimenté. Et deuxièmement, ils ont de moins en moins d'équipements. Et les nouveaux recrues ils ont aujourd'hui, c'est des jeunes à qui ils payent $50 par mois, ou ils donnent un peu de manger à sa famille, Mhm. ou par obligation. Et des jeunes non entraînés, aucune expérience en commandement, en travaillant en unité. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ils sont des milliers de fois moins forts qu'ils étaient il y a 16 mois, et déjà, il y a 16 mois, ils étaient rien. Ils étaient en quantité, ils étaient barbares, mais autant corps combattants, ils étaient rien. Et en termes de troupes, sur combien d'hommes peut s'appuyer aujourd'hui le Hamas? Hier, le porte-parole Il y a des chiffres, le ouais, il porte-parole y a ça nous des parlait de chiffres qui plusieurs parlent de milliers, 20 000. 20 000. Ouais, il y en a qui parlent de 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. Ça n'a aucune importance. Vous savez, les, 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 les spectacles qu'ils ont fait autour de libération de nos otages en portant des uniformes et des armes et des cagoules, tout ça, ils le gardent dans des cages et ils le sortent dans des conditions que nous ne sommes pas à côté. Sinon, ils se cachent dans des trous et osent sortir de temps en temps en coup de guérilla et c'est tout. Meir Daron, je rappelle que vous êtes notre invité et que vous êtes colonel au sein de l'armée israélienne. Vous nous parliez tout à l'heure d'une des fragilités du moment du Hamas, cette incapacité à s'approvisionner en utilisant les voies traditionnelles d'importation d'armes qui sont désormais complètement contrôlées au boucher. De ce point de vue-là, le maintien des forces israéliennes au corridor de Philadelphie est toujours aussi stratégique et va durer dans le temps forcément? Pour l'instant, il est très stratégique. Tant qu'il n'y a pas des accords conclus, d'une part avec l'Égypte, qui s'engage à boucher le passage, et d'autre part faire en sorte à ce que le Hamas ne détienne plus des armes ou une position militaire sur la bande de Gaza. Tant que ces deux conditions ne sont pas accomplies, l'axe Philadelphie est très critique et très important. Qu'en est-il de la première condition? Est-ce que les Égyptiens sont plutôt ouverts aux demandes d'Israël? On sait qu'ils avaient beaucoup insisté sur le respect de leur souveraineté. Est-ce que les discussions avancent? Je sais qu'il se passe beaucoup de choses derrière les coulisses. Quels sont les détails, je ne sais pas. En principe, l'Égypte est engagée dans les traités de paix entre Israël et l'Égypte. Ils sont engagés à éviter ce genre de passage. Mais malheureusement, durant 15 ans, ça n'a jamais fonctionné.
Le Bakchiche a bien travaillé là-bas et il y a eu des convois entiers qui ont passé d'un côté à l'autre. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi une force internationale d'interposition présente à la frontière entre Gaza et l'Égypte pour éviter ce type de transfert d'armes? Je crois que l'intervention d'une force internationale doit être appliquée sur toute la bande de Gaza, au moins pour un certain temps, jusqu'à on arrive à trouver une stabilité. Malheureusement, la plupart des pays, que ce soit l'OTAN, que ce soit les États-Unis, certains pays européens ou des pays arabes, ne montrent pas trop de volonté à intervenir. Ils préfèrent se mettre sur le grillage et critiquer, mais et pour l'instant, c'est nous qui faisons le travail. J'espère, et d'ailleurs, pour moi, c'est la seule solution, qu'il y aura une force, mais une force réelle, pas des forces de l'ONU ou des choses comme ça, Donc sur un mais modèle une un peu vraie force différent de celui d'unité de la finule, même finule remodelée comme c'est le cas depuis complètement. maintenant plusieurs mois. Complètement, complètement. Le FINUL n'a jamais fonctionné, et n'a jamais donné de résultats ni au Liban, ni en Syrie, ni à la bande de Gaza. Il faut de vraies unités de combattants qui maintiennent l'ordre et qui désarment les différentes fractions de terreur qu'il y a à la bande de Gaza. Il n'y a pas que le Hamas, c'est Et le qui plus pourrait grand, mais jouer il n'y a ce pas rôle-là? que. Ça semble assez difficile d'envisager que des forces C'est très égyptiennes, difficile. C'est pas jordaniennes. assez difficile, c'est très difficile. Depuis les années 40, jamais il y a eu vraiment de l'ordre à la bande de Gaza. Ça a toujours été un désarroi, c'est toujours été un côté sauvage. Et malheureusement, aujourd'hui, en payant un prix inimaginable, c'est à nous de faire le travail, c'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on peut imaginer, je parle évidemment d'un point de vue militaire, que des forces palestiniennes autour, je ne sais pas, peut-être du Fatah puissent également jouer ce rôle-là? Est-ce que vous voulez comprendre comme exemple la Cisjordanie, par exemple? Hmm. Est-ce que ça ne nous montre pas assez ce qu'ils sont capables de faire pour comprendre qu'ils n'ont aucune capacité de maintenir de l'ordre autour de Ramallah? Autour de leur quartier général, ils ont du mal à maintenir l'ordre. Alors, vous Et vous savez, pensez que ce ils serait étaient pareil allés même sur s'ils la. bénéficiaient de davantage d'armes, d'équipements, de moyens? Vous considérez que le Fatah est Oui. complètement démonétisé? Euh, ouais. Je pense que depuis les traités d'Oslo, plus de 20 ans, ils n'ont jamais montré une vraie indépendance, une vraie capacité de gérer leur autonomie d'une façon qui encourage à aller plus loin et faire des pas en plus vers la paix. Au contraire, ils ont bénéficié des assassins, des terroristes, des barbares, en payant leurs familles durant des années des milliards, et sans avoir aucune capacité de maintenir l'ordre chez eux. Euh, Colonel Dahan, l'éditorialiste militaire du Yediot Aharonot Yossi Yehoshua écrivait ce matin dans son éditorial qu'il y a en fait deux grandes hypothèses désormais devant les Israéliens. La première, soit le Hamas accepte rapidement la proposition de l'émissaire américain Steve Witkoff autour donc de la libération immédiate de 5 otages vivants, alors que le Hamas ne voulait libérer qu'un seul otage vivant et 4 autres déjà morts, les 5 ressortissants américains. Et la deuxième, une large incursion terrestre, durable, pérenne, et le rappel par conséquent des réservistes. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec ces deux propositions? Est-ce que ce sont les deux grands choix qui se présentent devant les Israéliens et le Hamas aujourd'hui? Vous savez, le Hamas détient une seule balle dans son pistolet. Mm. C'est nos otages. Maintenant, est-ce qu'il y a un moyen par lequel je peux les convaincre à mettre cette balle dans leur propre tête, à commettre un suicide? Je les vois mal le faire. Il est clair que pour nous, le premier but et le plus important, c'est de ramener nos frères à la maison, et on le fera, d'une façon ou d'une autre, on le fera. Deuxième chose, c'est de faire en sorte à ce que la bande de Gaza ne sera plus une menace pour les citoyens d'Israël. Quel est l'ordre des choses? Apparemment, on a essayé le premier qui a marché en grande partie, d'ailleurs, il faut le dire. Presque 200 otages sont revenus.
Mais à côté de ça, ça a bloqué. Ils croyaient qu'ils ont vaincu et qu'ils ont gagné et qu'ils peuvent demander ce qu'ils veulent. Apparemment, aujourd'hui, il y a une déclaration du Premier ministre comme quoi on va continuer les négociations sous le feu, Et le sous la Hamas pression. répond qu'Israël exige la reddition du Hamas et qu'elle n'aura pas lieu. Par conséquent, forcément, la guerre va se poursuivre. Elle va se poursuivre. Il faut voir ce qui restait de la bande de Gaza, c'est des ruines. Et malheureusement, on a affaire à des barbares qui n'ont rien à foutre de leur peuple. Et leur peuple paye très, très, très cher. Ils n'arrêtent pas de bouger. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de travail, plus Mhm. de quoi manger. Enfin, et ils s'en foutent. Pour eux, ils gardent des dépôts bourrés de toutes les provisions qui ont été envoyées par l'aide humanitaire. Et ils le vendent très, très, très cher à leur peuple, propre peuple. D'une part, d'autre part, que ça s'écrase, ils s'en foutent. Ils s'accrochent à leur idéologie, à leur façon de faire, et ils font attention qu'à eux-mêmes. Maintenant, combien de temps ça peut durer? C'est peut-être parce qu'on n'a pas mis assez de pression. Parce que tous les moyens des négociations ont été impliqués, et malheureusement, ça n'a pas marché. Ça a bloqué. Et il est temps de changer la façon de jouer. Le Enfin, c'est pas un paradigme. jeu. Le Il est paradigme. temps de changer le paradigme. Voilà, c'est ça le mot, excusez-moi. Merci beaucoup, Ouais. colonel Meir Dahan, d'avoir été avec nous en direct sur Radio J. Je rappelle que vous êtes colonel au sein de l'armée Merci. israélienne et qu'on peut retrouver cet échange sur notre site radioj.fr en podcast et également en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi, à très bientôt.